mais on oublie ce qu'est l'intelligence visuelle. Et c'est ça qu'on va chercher en fait, et je te remercie de le soulever. Un sentiment de liberté incomparable. J'avais plus besoin de justifier mes faits et gestes. Quand on le fait d'une certaine manière et que finalement il y a un désalignement, qu'il y a une différence entre qui on est à l'intérieur dans cette incarnation de cette nouvelle personne et ce qu'est cette entreprise, c'est ça qui crée le syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que la prestation ici, c'est pas une prestation à 350, 450 euros, c'est une prestation à 4500 euros, c'est parce qu'il y a cette approche Sherlock Holmes où elle va aller chercher, quoi qu'il en soit, elle va trouver la solution. Bienvenue, chers designers, dans cette étude de cas avec une élève qui est passée par chez nous il y a quelques temps maintenant et on aime bien regarder ce qui se passe même après être passé chez nous. On aime bien aller voir comment est-ce qu'on peut continuer à vivre de son activité, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on continue à implémenter à la fois ce qu'on vous enseigne, quelles sont les choses qui sont venues se greffer pour faire de Pascaline cette consultante en design de marque aujourd'hui. On va pouvoir en parler. Pascaline, merci de te prêter au jeu de cette étude de cas. On va parler de pas mal de choses dans cet épisode. On va parler de développement personnel, on va parler de rebranding, de positionnement, de créer son propre logo quand on est designer, des vrais challenges qu'on peut avoir aussi à aller chercher des tarifications plus élevées et surtout de pouvoir les assumer pleinement. Bref, monter en gamme de compétences artistiques, vivre de son activité de designer grâce à la création de logos. Ben, ça va être un petit peu le plan de cette étude de cas. Merci Pascaline, et je vais peut-être commencer déjà par te demander de te présenter aujourd'hui, parce que forcément les designers ne te connaissent pas. Aujourd'hui ils vont avoir besoin de savoir qui tu es, depuis combien de temps tu fais du design. Dis-nous un petit peu tout ça. Donc, je suis designer graphique. Je suis spécialisée maintenant dans les restaurants et les entreprises qui sont engagées dans l'éco-responsabilité. Ça, c'est un repositionnement que j'ai fait il y a à peu près un an. Avant ça, donc j'étais en freelance depuis 2015. Et avant 2015, donc depuis 2007, oh mon Dieu, j'étais salariée en entreprise, j'étais directrice artistique dans une agence de pub. Voilà. Je me suis occupée de grands comptes, notamment Cultura, pendant 3 ans et demi. J'ai fait toutes leurs pubs, toutes leurs coms, toutes les identités de toutes les opérations en magasin. Et puis du coup, en 2015, je me suis enfin lancée à mon compte. Et il a fallu revoir tout ça. Donc c'est courant 2023 qu'on s'est eu tous les deux et j'ai retouché à tout ça. Voilà. Yes, yes. Bah écoute, on va pouvoir parler de plus précisément de ce cheminement. Déjà, on va peut-être commencer par le démarrage. C'est qu'est-ce qui t'a fait dire à l'intérieur de toi, tiens, j'en ai marre finalement de bosser pour quelqu'un. Je veux bosser à mon propre compte. C'était quoi ce truc-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là et qui sont dans ces changements. Ils vont avoir besoin peut-être d'avoir ton regard à toi et ton angle à toi. Je vais essayer d'être brève. Il y a plusieurs facteurs, tu t'en doutes. Le facteur majeur, c'est que, en fait, j'étais une directrice artistique qui avait beaucoup de responsabilités et beaucoup de liberté. J'étais la seule DA qu'on envoyait en rendez-vous client avec un chef de pub, hein. Il y avait toujours un commercial et un créatif, donc j'étais toujours en binôme, mais j'étais une DA qui était au contact des clients. Et forcément, j'y ai pris goût et j'ai eu envie de ça beaucoup plus. Et en fait, à un moment donné, mon évolution dans l'agence, si je continuais, moi j'étais en demande de plus de stratégie, d'être plus en amont des briefs. C'était plus ma place. C'est-à-dire que soit j'étais directrice artistique au service du chef de créa, soit j'étais avec le chef de créa. Enfin, ça commençait à, Hmm. tu vois, le truc, quoi. Et puis à cette époque-là, il y avait aussi une refonte un peu de l'équipe. Et ils avaient à cœur je pense, d'avoir plus de petites mains que de DA expérimentés. Ce que je comprends ici, c'est que tu étais un petit peu à la passerelle entre je suis designer graphique, je suis graphiste à proprement dit, limite exécutante, et de l'autre côté, je suis en direction artistique avec le client. Tu couvrais peut-être et tu couvrais un petit peu trop une large gamme finalement de savoir-faire qui ne leur convenait pas, c'est bien ça? Oui, ça n'allait plus parce que je devenais trop atypique par rapport au type d'équipe qu'ils avaient envie de constituer. Les clients demandaient à me parler. Ok. Donc, du coup, parfois, je rentrais en bisbille avec le chef de créa qui disait, il faudrait faire ça. Je fais, non, 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 il faut aller vers là parce que j'ai eu la cliente, etc., etc.
J'ai connu, ça me parle beaucoup, ce genre de situation. Et pour la petite anecdote, quand on était à OSB Communication à l'époque, on était en relation avec des entreprises qui sous-traitaient notre travail et qui, elles, revendaient. Et puis parfois, le client voulait être en direct. Donc c'est pour vous dire, et des schémas comme ça, hein, d'ailleurs, en France, même dans toutes les agences du monde, hein, parfois il y a 5, 6 agences, hein. Un mec au Bangladesh qui est revendu par un mec en Tunisie, qui est revendu par un mec en France, ça j'en ai vu à la pelleter, c'est incroyable. C'est pour vous dire que, en fait, montez vos prix, ok? Ça, ce qui vous permet de simplement être beaucoup plus en direct avec le client aussi. Et forcément, du coup, toi, tu te sentais plus forcément à ta place. Tu me dis, j'étais un petit peu trop atypique. Tu as eu besoin de te lancer. Qu'est-ce que ça t'a Oui. apporté de te lancer par rapport à cette transition-là? C'était quoi le sentiment à ce moment? Un sentiment de liberté incomparable. J'avais plus besoin de justifier mes faits et gestes, parfois de manière absurde. Des fois, je devais justifier des trucs. Enfin, je sais pas comment dire. À un moment donné, si tu veux, c'est comme quand tu es un enfant, tu apprends à faire du vélo. Bon, mais quand tu sais faire du vélo, t'as pas besoin d'aller voir tes parents, leur dire, hé, ça y est, je sais faire du vélo. Et au fait, je sais faire du vélo. Regarde, je sais faire du vélo. Non, tu sais faire du vélo, tu pars en faire, quoi, sans tes parents, quoi. C'est vraiment ça. Donc, lancement du coup de ton activité, comment c'est le démarrage? Voilà, dis-nous tout parce qu'il y en a qui vont passer par là, donc ils ont besoin de savoir. C'est quoi le démarrage d'une activité de freelance? Le démarrage se passe vraiment très bien. Donc déjà, je pars avec un client qui était dans l'agence, en accord avec l'agence, hein. C'est un client dont j'ai continué de m'occuper en direct, donc ça, c'était super. Parce que j'étais quand même en bon terme avec l'agence, hein. J'ai quand même, voilà, les choses se sont quand même bien terminées. Et puis aussi, j'ai rencontré ben, mon plus gros client, qui est toujours à l'heure actuelle mon plus gros client, grâce à un mariage où quelqu'un m'a demandé, tiens, on reçoit plein de devis de graphistes, on n'y comprend rien à ce qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire, est-ce que tu peux nous aider? Ah, mais attends, mais toi aussi, maintenant tu es à ton compte, ah, mais peut-être que tu peux nous faire un devis. Et en fait, d'un simple devis, moi, en plus du devis, j'ai fait une note stratégique, c'est-à-dire que j'ai expliqué avant de faire quoi que ce soit. Il y avait des choses qui étaient hyper importantes à faire parce qu'ils avaient des éléments bruts qui n'étaient pas utilisables. Donc, et en fait, j'ai fait la différence avec cette notion de conseil. Et ensuite, du coup, j'ai rencontré le client en vrai. Et puis, il y a eu un coup de foudre professionnel. Et du coup, ils m'ont confié leur visuel publicitaire qui a 10 ans aujourd'hui. Et j'étais à Angers la semaine dernière. Je suis allée les rendre visite à leur salon, à ce client. Et là, ça fait 10 ans. Toute la charte est déployée, les produits, les fiches techniques des produits, le stand, parce qu'on a redesigné le stand. J'ai eu une pluie de compliments. C'était incroyable et enfin, c'est très beau. C'est une collaboration de 10 ans et ils sont connus maintenant vraiment de manière internationale grâce à ce visuel que j'ai fait il y a donc 10 ans quand je me suis lancée. Voilà. Ok, top. Et donc là, tu as eu la chance, toi, de pouvoir récupérer quelque part et de partir avec un client de l'agence. C'est pas le Mm. cas de tout le monde. Et à un moment donné, tu t'es dit, bah tiens, je vais avoir besoin de me reformer. Et là, on arrive en 2023. On a regardé tout à l'heure, c'est août 2023. Et tu te dis, tiens, bah, je vais voir ce que fait ce mec là sur Internet, là, qui parle de création de logo. Parce que Pascaline a fait chez nous donc, une partie donc, sur la partie création de logotype. Avec quel sentiment tu arrives à ce moment-là? C'est quoi la problématique du moment quand tu arrives à cet appel au départ? Alors, c'est pas tellement une affaire de tarifs, parce qu'en fait, j'ai toujours pratiqué des tarifs très corrects, voire bons. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais pas une offre, j'avais pas une niche. À un moment donné, tu trouves plus de clients parce qu'on ne sait pas ce que tu fais. Et en plus de ça, je sentais qu'il me manquait deux, trois choses. Quand j'ai vu déjà, j'ai vu ta publicité plusieurs fois, donc je me suis dit, c'est quand même par hasard à force. Et en fait, j'ai vu dans ton spot publicitaire, j'ai vu des exemples de logos en me disant, ça, j'aimerais bien y parvenir parce que je sens il y a un truc en plus et je voulais ce truc en plus. Ok. Bah, tiens, ce truc en plus, comment est-ce que tu le définirais quelque part? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. J'ai beaucoup de designers qui arrivent en appel avec moi et qui me disent, non, non, mais moi, la création de logo, il n'y a pas de problème. Mes clients ils me disent que c'est beau, ils sont très contents. Mon problème, c'est de trouver des clients. Et très souvent, quand je vois le portfolio, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la conscience de ce qu'est un bon design est rarement là. Et c'est vrai que c'est assez difficile de dire, hey, toi, tu fais de la merde, j'ai le truc à t'expliquer. La seule question, c'est que très souvent, on pense que c'est parce qu'on n'est pas bon en marketing qu'on n'a pas de clients. Alors oui, certainement, mais pensez bien qu'avant le marketing, avant tout ça, il y a quand même un socle à montrer à vos clients. Fait qu'est-ce que vous faites?
faites, comment ça marche, quelle est votre approche et quel est votre style de design. Est-ce que c'est suffisamment intemporel, ça tient dans le temps et justement c'est suffisamment aiguisé pour aller connecter avec des boîtes qui sont prêtes à mettre 3 000 à 4 000 € dans leur identité de marque. Toi, ce truc-là, comment est-ce que tu le définirais, cette différence qu'il y avait entre avant et après? Il y a une harmonie visuelle, entre guillemets, indescriptible, qui séduit l'œil. Il y a un truc, il y a une polyvalence, il y a une unité, une harmonie qui fait que euh, le logo est bon. Euh, il est bon, c'est tout. Il est bon, il est correct, il fonctionne. Et pour avoir montré les logos que tu enseignes, il n'y a pas photo. Tout le monde, que quelqu'un soit calé ou pas calé en design, tac, ça impacte l'œil. Mm. Et aussi, tu parlais de comment fonctionne l'œil dans ta publicité. Et tout ça marche ensemble. Donc, et ces connaissances-là, je les voulais aussi. On sort du il est beau ou il est pas beau. C'est ah ouais. C'est ah ok. Ok, ça marche. Hmm. Ok. Il y a vraiment une notion d'émotion qui est un petit peu indescriptible. Euh, c'est ce mystère qu'on cherche à aller chercher, ce truc, c'est propre, ça marche, ça fonctionne. On n'est pas forcément en train de dire c'est juste beau pour du beau, parce que bien évidemment, hein, les graphistes sont surchargés de mantras comme ne faites pas que du beau, faites des choses aussi intelligentes, et vous allez surcharger votre design de superbes grandes idées qui sont alambiquées, qui sont planquées. Oui, ok, quand vous sortez d'école, au passage, hein, tout ça, on pousse tellement là-dedans, on veut vous rendre tellement intelligent, vous faire monter de stature, etc. Il y a tellement un truc derrière l'intelligence, mais on oublie ce qu'est l'intelligence visuelle. Et c'est ça qu'on va chercher, en fait, et je te remercie de le soulever. Pourtant, tu avais déjà un petit peu des années d'expérience, tu étais directrice artistique. Euh, Ce truc-là, ça ne t'a jamais été vraiment reproché parce que ton design, malgré tout, devait être suffisamment correct. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un design correct à bon ou de bon à excellent? Quel est le switch que tu t'es dit? Parce que tu t'es dit, va falloir que tu te remettes en question à ce moment-là. Pourtant, tu as quelques années d'expérience. Quand je te vois arriver à l'appel, tout va bien et en fait, tu as juste besoin de 2 mm. Puis plus on discute, ces 2 mm se transforment en 5 mm et puis je finis avec une Pascaline qui n'a presque plus confiance en elle à la fin de l'appel en se disant mais en fait, non, mais t'as raison, en fait, il y a des choses que je maîtrise pas. Cette prise de conscience, est-ce que tu en as souvenir et comment est-ce qu'elle s'est opérée chez toi? Ça fait un moment, c'est-à-dire que, étant donné que je fais une veille quotidienne de tout ce qui se crée, notamment sur Pinterest, je vais beaucoup voir plein de choses. Et à un moment donné, tu vois des choses qui fonctionnent. J'ai plus le terme exact, mais tu sais, euh, quand le fond, je sais pas comment, quand le fond et la forme se confondent, c'est-à-dire que juste avec des pleins et des vides, tu crées par exemple, je suis une personne qui tient une bouteille, la bouteille elle Mhm. est blanche et le fond est blanc et je suis découpée, je sais plus comment Mhm. ça s'appelle. Ouais, le fond forme, ouais, totalement. Voilà. Ce principe-là, par exemple, c'est une évidence que ça fonctionne. Or, j'avais du mal à le concevoir, ce genre de choses. C'est des choses que Mhm. j'avais du mal à concevoir. Je les aimais, je voulais y accéder, mais il y avait un truc qui faisait que j'avais pas l'habitude de concevoir ce genre de choses, par exemple. En fait, c'est une veille depuis longtemps en me disant ça là, qui fonctionne, c'est évident, Mhm. il me manque des clés. Ok, ok, top. Euh, Là, ici, euh, tant qu'on est sur le design, est-ce que tu peux me donner vite fait un tips que tu as appris? On parlera d'équilibre des masses, etc. Peu importe. Le tips qui, selon toi, fait la différence maintenant quand tu conçois un logotype pour qu'il soit attrayant, impactant et qu'il tienne dans le temps. Alors, j'en ai plusieurs, mais celui qui me vient le plus, c'est surtout la gestion, enfin, l'équilibre de la graisse entre la typo et le symbole. Hmm. Qui est des ponts, qui est des ponts sans arrêt. Je l'avais un petit peu instinctivement, mais pas de manière assez précise. Ok, ok, top. Ouais, ouais, Garder ouais. ça, c'est... Alors après, mettre en place, c'est tout autre chose, mais déjà de comprendre ça, si vous voyez que dans votre logotype, il y a une problématique entre un symbole qui vient, qui prend le dessus, versus une typographie qui vient en arrière-plan, il y a un sujet, d'accord? Et ça se travaille vraiment. Je te remercie de partager ça. On va parler maintenant, on va switcher un petit peu développement personnel, parce que chez nous, les designers, quand j'en parle, soit on sait pas ce que c'est, soit on connaît le truc et on fait ah, c'est bon, c'est encore ces trucs-là de dev perso, soit de you, soit c'est bon, j'ai essayé, ça va.
Ça va pas changer ma vie. Toi aujourd'hui, on en a parlé longuement ensemble, il y a un niveau de spiritualité chez toi qui a évolué. Comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est opéré post notre formation. Comment est-ce que toi, t'as cheminé dans cette histoire de développement personnel? Est-ce que tu peux nous donner quelques grandes brèves en fait? C'est difficile parce que je suis là-dedans depuis super, 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 super longtemps. Ok. Mais pour rattacher à la période où je t'ai rencontré et où je devais me repositionner, enfin refaire mon logo en tant que, parce que j'étais en train de me repositionner, je parlerai d'alignement. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. On peut dire que je suis à fond là-dedans. Et la preuve étant que je suis dans un alignement, j'ai déménagé depuis Noël parce que j'ai eu un accident de voiture début septembre. Et ok, je comprenais qu'il me fallait une nouvelle voiture parce que ma voiture n'allait plus du tout. Mais en fait, de fil en aiguille, ça a débouché sur un changement de vie carrément et changement de lieu de vie pour pouvoir justement continuer à m'aligner et aller vers mon Mhm. évolution professionnelle et personnelle. Oh, Ouais. génial. Et Quand je, quand je parle de ça, toutes mes amies me disent, mais en fait, t'es en train de t'aligner et tu pouvais plus rester où tu étais, quoi. hmm, mhm. Je le crois sincèrement maintenant que j'ai déménagé. C'est marrant que tu parles d'alignement et que tu parles de positionnement en même temps. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des designers qui vont créer des messages, créer un portfolio, créer un site internet, créer tout un tas de choses autour de ce qu'ils sont eux, et parfois, en tout cas, autour de ce qu'ils aimeraient être. Et le vrai problème, c'est que quand on crée un branding, un personal branding, un site internet, un logo, une image, un nom, bref, tout ce que l'on fait pour nos clients, mais pour nous, quand on le fait d'une certaine manière, et que finalement il y a un désalignement, qu'il y a une différence entre qui on est à l'intérieur dans cette incarnation de cette nouvelle personne et ce qu'est cette entreprise, c'est ça qui crée le syndrome de l'imposteur. Et plus cet écart est important, plus vous sentez mal, et pourtant vous sentez que vous avez envie de pousser. Il faut que je devienne Steve Jobs, il faut que j'ai cette image-là ou cette image-là qui m'a plu à un moment donné dans ma vie, mais qui n'est pas moi, d'accord? Et j'essaye d'incarner, en tout cas de montrer que je suis ça, d'un côté, sur les réseaux sociaux, sur mon site web, etc. Mais à l'intérieur de moi, je suis pas ça. Et l'écart là entre mes deux mains, entre ce que je suis vraiment et l'image que je donne, c'est le syndrome de l'imposteur. Et plus on l'écrase, plus on le réaligne, d'accord? Plus la vente se déclenche, plus c'est facile de connecter avec les gens, plus c'est facile de designer proprement, plus vous vous remettez en question, moins vous êtes en train de vous dire ah, pourquoi j'en suis à 3 allers-retours, j'en peux plus, alors que quand vous êtes aligné 15 allers-retours avec le client, c'est tellement un kiff que c'est pas un problème les allers-retours. Bref, tout ça fait que justement vous pouvez vous sentir bien dans ce que vous faites. On appellera ça rayonner, on appellera ça ce que vous voulez, la loi de l'attraction et tout ce que vous voulez, vous y croyez pas, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est très tangible en fait. Merci de me partager ça. Le plus grand déclic pour toi, le changement de mentalité, on va dire des 6 derniers mois, parce que c'est difficile de revenir sur toute une vie, mais quel est le truc chez toi qui t'a fait dire waouh, ça, c'est ma voix ou c'est ce qui me permet de prendre conscience de certaines choses? C'est quoi le déclic? Il y a deux choses, parce que moi, je veux travailler pour des gens qui sont dans les co-responsabilités et aussi, surtout, des restaurants haut de gamme. Il y a deux choses. Déjà, mon plus gros client dont je t'ai parlé, pour qui je travaille depuis 10 ans, ils font des produits pour les cultures agricoles qui sont non chimiques. C'est extrêmement naturel. Ça renourrit les sols. Enfin bref, c'est très bon pour la planète. Je suis profondément concernée par l'écologie, que ce soit dans ma manière de consommer. Voilà, je fais le max que je peux pour préserver. En fait, il y a 10 ans, j'avais déjà envie de me spécialiser pour les entreprises éco-responsables, mais j'ai pas eu le courage parce que j'ai eu cette mauvaise peur de me dire, mais attends, si je m'enferme, je trouverai pas de boulot. Et donc j'ai vraiment vécu cette erreur. J'ai éprouvé cette erreur de positionnement, de ne pas oser dire qu'on est pour ça. Mais à force, les gens savent plus pour qui tu bosses en fait. Donc voilà. Et ensuite, re-réveil. Donc moi, j'ai travaillé pour des restaurants déjà dans le passé. J'avais adoré ça. Et je m'étais dit, mais j'adore faire ça. Ose, vas-y, va vers tes clients rêvés. Et en plus de ça, c'est filial en fait, hein. C'est dans la lignée paternelle, il y a des grands chefs, il y a des cuisiniers, il y a l'amour des services de table, l'amour des beaux produits, etc. Et en fait, les beaux produits, la restauration et sauver la planète, ben, ça va ensemble en fait. Voilà, je suis complètement accro à une émission très très connue.
que je ne nommerai pas, qui passe sur M6. Et un jour, il y a un chef qui faisait l'émission et qui disait, avec la cuisine, on peut sauver le monde. Et en fait, et j'épouse ce principe. J'en suis convaincue que si on bichonne, si on veut des beaux produits, on est obligé de bichonner la terre. Et voilà. Donc, du coup, ça a recoupé mon héritage génétique de cette connaissance de la gastronomie et mon envie d'aller de participer en tout cas à la durabilité de ce monde. C'est Donc c'est vraiment... ça, c'est ça l'alignement, c'est ça. Quand ça vient vous toucher dans votre histoire profonde, et d'ailleurs tu vas nous dire, parce que tu m'as dit ça vient de plusieurs générations, c'est quoi? C'était ton grand-père qui était Alors, cuisinier, c'est ça? alors, c'est mon arrière-grand-père qui est allé vivre à New York et il était chef d'un palace, chef, Hmm. chef de brigade. Un peu d'histoire là-dedans, et de toute façon c'est important de savoir d'où on vient, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, la grande mission. Tu me parles justement de ce chef qui te dit qu'avec la gastronomie, en tout cas avec la cuisine, on peut changer le monde. Oh oui, et c'est ce genre de questions de fond qu'on se pose jamais assez. Toi, dans ton repositionnement, il y a eu cette mission, j'imagine, qui a été un petit peu le socle de tout ça. Comment est-ce que tu l'as découvert finalement et quelles sont les questions que tu t'es posées pour en arriver à là? Alors, en fait, quand j'étais en agence, j'ai travaillé les premières années comme une dingue c'était une enseigne de vêtements, c'était la vente par, oui, et je faisais des catalogues de vêtements, et c'était du vêtement low cost, fait en Chine, comme quasiment tout, mais là, vraiment du très très low cost, où je mettais presque pas en page des vêtements, je mettais en page des prix. On m'a envoyé en réunion client, j'ai été au contact des chefs produits, c'est-à-dire que les chefs des différents départements des vêtements, ceux qui s'occupaient des vêtements enfants, vêtements femmes tel genre, les jeans et ci et là. Et j'étais au contact des vêtements, j'ai été au contact de ces gens. En fait, j'ai découvert toute la chaîne de production depuis la Chine, les matériaux, la qualité, et tout ça a été du grand n'importe quoi. Et quand je suis partie de l'agence, je me suis dit, c'est génial, maintenant j'ai le choix. Ce genre de client, je ne travaillerai pas pour ce genre de choses parce que c'est polluant, ça fait que les gens sont exploités. Même moi, j'étais exploitée parce que c'était souvent les clients low cost, ils demandent encore plus de taf. J'ai fait deux, trois burn-out. Enfin, je travaillais comme une. Mais c'était fou, Wow. fou. Wow. Ouais, ouais, c'était fou. Même l'équipe avec laquelle je partais faire des shootings. Donc en fait, à la fin de la journée, à 20h, je visualisais entre 3 et 5 000 photos pour pouvoir faire une sélection. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Et chez eux aussi, c'était du grand n'importe quoi. Les gens étaient crevés. Enfin, voilà. Donc, du coup, je me suis dit non, c'est pas possible tout ça. Hmm. Ok. Donc tu te Ça, prends... ça a été un des déclencheurs. Ah ouais. Tu prends conscience de ça. Tu te lances à ton compte et tu travailles pour ce client. À un moment donné, tu te dis, OK, je vais aller aiguiser mon œil encore plus pour que mon design de marque soit encore plus spécifique, plus haut de gamme, plus pointu. Et puis, pendant la formation, ou je crois que c'est plutôt en fin de formation, bah, tu décides du coup d'aller vers ce repositionnement. Avant, tu ressemblais à ça, en termes d'image, en termes de positionnement, de logo. C'était Line Design ou Lean Design, les lignes Ouais, ouais. de succès. Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? Ça, c'était ta première image de marque quand tu t'es lancé, c'est ça? Ouais, oui, ouais, le logo a évolué entre-temps, mais oui, on va dire que c'était, oui, oui, on va dire que c'était le dernier stade avant l'extinction. Ok, ok. Pourquoi? Est-ce que tu t'es dit, tiens là, tu me dis, j'étais consciente qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Euh, C'était quoi qui n'allait pas ici, là? Alors déjà, chemin de vie, parce que bon, je m'appelle Pascaline, Mhm. et en agence, j'avais un collègue qui m'appelait Miss Line, où on disait Pascaline ou Miss Line. Ok, Et la line, c'est aussi la ligne. Bon, c'était raccord parce que je suis une dessinatrice, donc la ligne du dessin, la ligne artistique, la ligne graphique, tout ça, c'était cohérent. Mais line n'était plus, enfin, ça me rappelait trop ma vie en agence. Et puis surtout, le logo ne va pas en fait. Ça cloche, ça manque de modernité, il y a trop de petits détails, enfin ça va plus quoi. ok, Je- ouais. ok. Là, Ça i- il est temps de travailler. C'est là que tu refonds totalement. Euh, c'est là que tu changes de nom. C'est là que tu fais aussi un travail perso sur toi à ce moment-là, il me semble. Et puis tu passes de line design finalement à Scarabeo. On va vous montrer le logo dans une petite seconde.
Comment ça se passe, cette transition, cette recherche de nom? Euh, Comment on vit ça en fait quand on est designer graphique et qu'au final, ben, ça ne nous convient plus, il faut tout changer, on a presque l'impression de repartir de zéro. C'est quoi les Ouais. sentiments à ce moment-là? C'est quoi les quoi? Les sentiments que tu vis à ce moment-là? Je me dis enfin. Enfin, enfin, j'ai le courage de vraiment affirmer ce qui m'anime et comment et pour qui je veux travailler. Ok, ok. D'ailleurs, pour qui tu veux travailler, donc on va pouvoir voir aussi, on regardera un projet, un de tes derniers projets là, qui a été vendu, je crois, autour de 4000 euros, c'est quelque chose comme ça? Ouais, 4005, ouais, c'est un ensemble de prestations. Ouais. Ok, on pourra regarder ça à la fin. Je vous tease un petit peu pour le watch time. On pourra regarder ça à la fin de la vidéo. Très chouette réalisation au passage. Et maintenant, on va regarder du coup ton propre logo aujourd'hui, du coup, Scarabeo. Ça n'a rien à voir avec ça, ok? Ça a été refondu. On a longuement aussi travaillé ensemble pendant la formation. On avait revu des éléments, un vrai équilibre entre le fond et la forme, un travail sur la typographie. Bref, Mm. tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça a été quoi chez toi là? C'était l'éclosion. Comment est-ce que tu le vis à ce moment-là? Oui, mais il y a cette idée d'éclosion, il y a le côté nature, bien sûr. Il y a le côté triangulaire. Je voulais avoir une forme géométrique forte qui soit suggérée. Donc il y a la direction avec le triangle, il y a aller vers l'avant. Le scarabée, c'est mon insecte préféré, notamment la cétoine. Dans la page d'après, je montre une cétoine dorée. C'est mon insecte préféré. Alors, quand je dis que j'ai un insecte préféré, les gens sont étonnés que j'ai un insecte préféré parfois, mais voilà, j'adore observer la nature et tout. Voilà, donc c'est mon insecte préféré. Le scarabée aussi représente la création et la renaissance. La création, c'est ce que j'offre à mes clients. Et la renaissance, moi, j'en vivais une et j'en propose une aussi à mes clients quand ils changent de logo, par exemple. Donc ça colle en fait avec ce que je propose. Euh, voilà. J'espère avoir. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Yes. Mais en fait, il y a plein de références en fait. Et c'est largement suffisant et c'est marrant parce que c'est là où j'allais justement intervenir. Donc là, tout ce que tu viens de nous dire, c'est génial, c'est une sémantique qui est propre en plus à toi. Il y a des choses qui sont connectées à un vrai sens, une vraie sémantique. Et en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher 8 milliards watts mille de sémantique pour séduire vos clients. Vous avez le droit, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la sémantique de côté, ok? Mais il y a un gros travail qu'a fait et sur lequel elle s'est vraiment confrontée, Pascaline, c'est cette notion de, ok, je suis directrice artistique, je sais donner de l'intelligence à tout ce que je fais, je sais bien m'exprimer auprès de mes clients, j'ai une vraie stature, j'ai déjà presque même une stature de consultante, mais merde, il y a un truc sur mon œil, j'ai besoin de l'aiguiser. Et ça, c'était un truc sur le moment, ben, ça y était pas encore, et quand je l'ai vu évoluer, elle est arrivée avec des éléments au fur et à mesure, waouh! Et ça s'est vraiment assaini, l'équipe des masses est commencé à arriver, la connexion entre le symbole, la typo est commencé à arriver. Le sens était déjà là, ça c'était pas un problème pour Pascaline. Et ça, de nombreux designers ont ce truc-là. C'est à partir du moment où ils se disent, bah c'est bon, mes logos sont intelligents, je peux faire ce que je veux, peu importe le design, de toute façon, ce sera l'idée qui va convaincre mon client. Alors, ça marche des fois sur un coup de chance, sauf que le problème, c'est que 2 mois après, 6 mois après, un an après, le client, il sait pas pourquoi son logo, ça va pas. Et l'histoire, il l'a bu une fois, mais il sait pas pourquoi. Et cette histoire-là, il va pas pouvoir la raconter aux milliers de personnes qui vont voir son logo. D'accord? Donc il faut que le logo puisse travailler lui-même et fasse passer une émotion au-delà même du storytelling qu'il y a derrière. D'accord? Et cette émotion de stabilité, de structure, d'entreprise à qui on a envie de faire confiance et qu'on donne toute notre crédibilité derrière tout ça, bah forcément, l'équilibre entre le symbole et typographie, la gestion des graisses, les épaisseurs, sont pas gérés n'importe comment. Les blancs à l'intérieur sont pas gérés n'importe comment, versus les blancs qui sont à l'intérieur du symbole. Bref, tout ça est, on pourrait presque dire millimétré. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller chercher justement des logos ultra structurés comme tu le fais là. Et en même temps, on pourrait se dire, bah, il suffit de faire 3 4 lignes et c'est simple. Bah, pour le coup, il est quand même assez chargé, mais chargé correctement. C'est-à-dire que la densité d'information qui est là est en accord avec la densité d'information qui est dans la typographie. Tout ça, ça se calcule, tout ça, on en parle dans la formation. Ok? Donc juste bravo, une belle réalisation, quoi. Ok? Merci. Ah, top, top. On voit des images de toi.
Oui, Image. c'est pour expliquer un peu les couleurs de mon identité. Yes. Voilà. Euh, Donc, Là, ici, il y a un truc très important, c'est quelle image, au-delà même de votre logo, c'est quelle image vous avez en fait. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière un logo, cher designer. Je vois beaucoup de designers qui mettent leur logo sur le profil LinkedIn. On communique avec des gens, les gens vous achètent vous et votre personnalité, et il est important que, comme je le disais tout à l'heure, que l'écart entre ce qu'il y a de vous et votre image soit vraiment le plus aligné possible, le plus restreint possible. Là, ici, on voit, tu as une photographie, tu rayonnes, tu regardes de loin, on sent que tu vas poser un regard sur les choses. On sent la bienveillance aussi dans ton approche. Tout ça, c'est des photographies que tu as travaillé avec un photographe. Ouais, ouais, ok. ouais, ouais. Comment s'est passé le shooting et comment est-ce que ça s'est fait, cette partie-là? Euh, Bref, je sais pas, plutôt assez simplement. Mhm. Euh, j'ai eu de la chance, j'ai même eu deux photographes. J'ai eu une photographe qui a travaillé pour le site internet, donc toutes les photos d'ambiance, où je travaille, où je manipule le livre de cuisine, etc. Et puis j'ai une autre amie photographe avec qui j'ai travaillé les portraits. Parce que, Mhm. voilà. Donc, et les portraits, euh, ah si, bah si, les portraits, j'ai quand même, je suis quand même allée voir quelques exemples, mais on a beaucoup fonctionné au feeling. Yes, yes, ok. De toute façon, à ce moment-là, il y a un truc qui est super important. À ce moment-là, tu as déjà fait ton travail de dev perso, et en fait, tu es déjà prête. Oui, le site, tout était rédigé, ça a été fait vraiment à la fin. J'avais tous mes textes, j'avais le logo, j'avais mon positionnement, j'avais tout. Ouais, ouais. Hmm, hmm. Et puis même toi, intérieurement, ça avait déjà bougé, ton identité était déjà positionnée. Et vous pouvez pas, et je le sais, moi-même actuellement, je suis en train de faire un travail vous verrez d'ailleurs presque dans quelques mois des photos sortir. Ce travail de rebranding, ce travail de photographie, il est ultra important. Faut pas aller se faire photographier pour se faire photographier. Faut aller se faire photographier dans les bonnes conditions dans lesquelles nous, intérieurement, on est prêt à se faire photographier. Parce que si déjà vous n'êtes pas à l'aise avec votre image de vous-même, si déjà vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous voulez rayonner quelque part, si vous n'êtes pas clair avec la mission que vous voulez mener, le message que vous voulez transmettre, bah en fait ça se fera pas simplement et de manière instinctive comme le dit Pascaline, ça va se faire avec de la friction. Parce que bah, je sais pas, il y aura toujours un gimmick, une lèvre qui va être crispée, parce que en fait, ce sera juste pas naturel. Et c'est pour ça que c'est super important, et nous on travaille beaucoup dans Mentorat Logo Maker Pro là-dessus, c'est le cœur de l'accompagnement reste autour du développement personnel, parce que obligatoirement, quand vous êtes OK à l'intérieur de vous, à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Et ça se voit notamment dans les photographies, par exemple. OK, merci de Mm. partager ça, c'est top. Euh, on va pouvoir regarder sur la suite de cet échange. On a parlé rebranding, on a parlé de ton logotype. Je passerai quelques images rapidement à ton site internet. On pourra même mettre le lien en description pour ceux qui veulent aller voir. Euh, à ce moment-là, est-ce que tu as t'as commencé à lancer ta nouvelle com? Est-ce que tu as eu des retours de clients ou de ton réseau suite à cette transformation d'image? Oui, oui, que du positif. Ah ouais, justement, ça m'a permis de raconter. Ah tiens, alors pourquoi Scarabeo? Non, ça m'a permis de raconter. En tout cas, quand je donne ma carte de visite, ça fait pas le même effet. Hmm, Ouais. ok. Quand les gens tombent sur le logo, ils font une tête ils sont là. Ah, d'accord. Hmm. Que avant c'était ah ouais, ouais. Ça accroche plus, ouais. Ah ouais, je comprends. Ouais, totalement. Euh, Toi, est-ce qu'il y a une réalisation artistique de laquelle tu es la plus fière depuis ce changement-là après Logo Maker Skills? Ah, depuis Scarabeo? Ouais. Ouais, dont je suis plus fière. Bah déjà le logo en lui-même parce que c'était pas facile. Yes, Euh, yes. mais oui, je suis très contente de ce que je suis en train de faire pour la brasserie. Oui, Ouais, ça oui. ouais. Ben, on va pouvoir en parler. Il y a des choses qui sont en effet super intéressantes. On va pouvoir aussi, pour celles et ceux qui iront voir le site de Pascaline, bah, ils pourront voir aussi, si vous voyez la vidéo peut-être 6 mois après, vous pourrez voir peut-être les nouveaux projets qui seront positionnés sur son site. Alors attention Pascaline, du coup, ça va te demander de mettre à jour ton site très régulièrement pour que les gens ne soient pas déçus.
Non, il y a mon Instagram hein, pour être au cœur de Ok, l'actualité. yes, il y aura son Instagram par exemple aussi. On va pouvoir regarder ça, ce dernier logo qu'il a réalisé, ce dernier projet pour cette fameuse brasserie. Je crois qu'on est en novembre dernier ou peut-être même en septembre dernier. Tu me dis, Laurent, yes, on passera le message. Je viens de signer un super projet pour une brasserie. Comment ça se passe? D'où vient ce projet? Est-ce que tu peux me donner un peu de contexte? Oui, c'est grâce à un réseau d'entrepreneurs, un réseau d'affaires, Ok. euh, un réseau d'affaires qui est 100% féminin. Ça s'appelle Bouge ta boîte. Ça va faire 3 ans, je crois, que je suis dans ce réseau. Je m'occupais des invités qui venaient nous découvrir. Et dans le lot des invités, il y avait une des associées de ce restaurant. Voilà, c'est un chef et un couple. Et c'était la femme du couple qui était venue, mais qui était venue, elle, pour ses cours de yoga. Ça n'avait rien à voir avec le restaurant. Et en fait, elle avait les coordonnées d'une personne que je voulais contacter. Donc, j'avais gardé son contact à elle pour la recontacter plus tard pour avoir ce fameux contact. Et en fait, à force d'échanger avec elle, c'est là qu'elle m'a expliqué que son mari était restaurateur, que leur restaurant allait être racheté par Philippe Etchebest et que du coup, maintenant qu'ils avaient vendu, il fallait qu'ils recréent une structure. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez un graphiste pour votre nouveau restaurant? Et c'est là qu'elle m'a dit non, on n'a personne. Avant, on avait un logo, mais qui avait été fait gratuitement, je crois, par un pote. Elle me dit, mais j'en ai marre des trucs faits à la va-vite et tout. Oui, oui, j'aimerais vraiment qu'on ait un truc chouette. J'ai juste peur que ça coûte très cher, etc. Et je lui dis, écoute, moi, je suis en plein repositionnement. Je veux vraiment travailler que pour des restaurants. Donc, je serais ravie de collaborer avec vous, etc. Donc, j'ai quand même un peu insisté. J'ai dû me mouiller. Et ça a fonctionné, j'ai signé avec eux et je travaille toujours encore là avec eux parce qu'il y a tout un ensemble de prestations en plus du logo. Génial, génial. Bah écoutez, on va pouvoir regarder ça directement. Je vais faire un petit partage d'écran. Juste petit aparté là pour celles et ceux qui se posent la question, bah, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des clients? Il y a plein de stratégies. Elles marchent toutes. Toutes les stratégies fonctionnent. La seule chose, c'est de se sentir aligné avec ces stratégies et d'avoir envie de les mettre en place et de pousser jusqu'au bout du bout. Il y a une force qu'avait Pascaline à ce moment-là, ou enfin qu'a Pascaline, c'est cette connexion avec les autres. T'es là, t'es à cet endroit-là, tu aides les gens, tu sais que tu vas pouvoir réseauter de manière peut-être même naturelle, et même si c'est pas naturel, tu sais que forcément les connexions amènent d'autres connexions. Bougez, sortez de chez vous. D'accord? Si vous n'avez pas de sous à mettre dans la publicité, vous avez du temps à dépenser, allez vous montrer. Et sortir boire une bière, ça coûte pas cher. D'accord? Donc, juste montrez-vous, sortez, connectez avec des gens, même si c'est pas facile de parler avec d'autres. Certains vont être plus introvertis, ok, bah, les stratégies publicitaires, et on pourra en reparler, bah, sont faites pour eux. Celles qui sont plus extraverties, qui ont une facilité de connexion, bah, allez connecter avec les autres. Bref, utilisez finalement tout ce qui est possible de faire pour vous rendre visible. D'accord? Super important. Et du coup, le fruit de ce genre de travail bah, peut donner l'aboutissement d'un beau projet. On va parler de cette brasserie du coup. C'est marrant parce Juste, que... Ouais. je fais juste un petit pont en plus. Je trouve que quand tu vas au contact et que tu rencontres les gens, tu sais tout de suite si ça fit. Enfin, tu as une connexion humaine. Du coup, tu sens si ça va le faire. Enfin, moi, en tout cas, j'adore passer par la rencontre parce que j'ai un feeling assez immédiat de la personne et je me dis ça va le faire ou ça va pas le faire. Ça n'a jamais été négatif, mais je trouve ça important de sentir, de connecter humainement. Voilà. Mille fois. Restez jamais derrière votre ordinateur à faire des devis et attendre le retour de quelqu'un qui vous a fait une demande de devis par email que vous n'avez jamais vu, euh, même en visio, quoi. J'ai déjà vu des choses comme ça, quoi, des échanges tellement froids et purement commerciaux, du coup, tu vois, qui sont plus de l'ordre de la rencontre humaine. La connexion et un travail se fait vraiment par connexion humaine. C'est pour ça que aller chercher vos valeurs, qui vous êtes, etc., c'est pas du temps de perdu, c'est de savoir mieux qui vous êtes pour mieux rayonner, mieux connecter et mieux vous imbriquer avec vos clients quelque part, d'accord? Pour aller chercher des complémentarités. Ah, je te remercie de soulever ça, c'est ultra important. Bien, brasserie du Sud-Ouest. Avant, Mm. c'était chez Julien, je crois. On va pouvoir partager l'écran étude de cas du coup de cette brasserie. Ça, c'est le logo du coup final. Au départ, on avait, alors je vais juste revenir sur le démarrage. Je crois qu'on l'a quelque part. Au départ, on avait ça. Il y a un challenge pour eux de repositionnement. Il y a un nom. Il y a des choses sur lesquelles certains termes, il a fallu les retravailler en plus petit. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu, c'était quoi le grand problème?
qu'avait ce restaurant qu'est-ce qui gravitait autour de ça et que tu as pu résoudre grâce à cette identité finalement? Ouais. Alors, moi, ça m'est apparu comme une difficulté. Alors, en fait, ils ont récupéré un lieu qui s'appelait la Brasserie du Sud-Ouest. Euh, et donc, un lieu très prometteur, avec pignon sur rue, une place très très connue à Bordeaux. Mais ils sont une brasserie, ils ont des produits du Sud-Ouest, mais c'est pas une brasserie qui fait, enfin, en tout cas eux, ne font pas une cuisine 100% Sud-Ouest. Mm. Ça veut dire que chez eux, tu ne trouveras jamais de salade landaise. Et ensuite, leur cuisine à eux, donc du coup, ils s'appellent Brasserie du Sud-Ouest, alors qu'ils font pas forcément des plats typiques du Sud-Ouest. Et ils me disent, on est une brasserie qui est située dans le Sud-Ouest, mais on fait pas forcément des plats du Sud-Ouest. Premier rendez-vous, j'entends ça et je me fais, ah, d'accord. Je me dis, bon, il va falloir que je trouve une solution pour pas duper la clientèle. Et ensuite, leur cuisine, elle est très éclectique. Ils ont quand même le sens du détail. Il y a quand même une approche de fin connaisseur, hein. C'est un très bon chef. Euh, et puis, ce qui était marquant, c'était le côté généreux, plat copieux. Mais par contre, en termes de déco, en termes de vaisselle, tout est très, 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 très disparate. C'est vraiment très, très, très varié, quoi. Euh, En fait, limite, leur identité, c'est cette variété, en fait. Euh, et le point très, très, très important, après, ils sont quand même dans un esprit brasserie. Il y a quand même ce côté brasserie très fort. Même avant, chez Julien, il y avait marqué brasserie traditionnelle. Ce qui est très important quand même, et ce qui est très bien, c'est que la façade de l'immeuble est très, très typée Art Nouveau. Ouais, ici, ouais. Et voilà. Donc c'est une façade très 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 Art Nouveau. Et ce qui est merveilleux, c'est que les brasseries ont vu le jour à l'époque de l'Art Nouveau. Donc fin 1800, début 1900. Donc ça collait, c'était génial. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient des éléments architecturaux typés Art Nouveau et ils font une brasserie et c'est cette époque-là. Donc, j'ai dit, ça va être indispensable dans le logotype d'avoir une approche, de faire un clin d'œil et d'être typé Art Nouveau. Et j'ai montré d'ailleurs des ornements typiques que j'ai dans mes encyclopédies typographiques. Et il y a eu vraiment un engouement de tous sur les ornements de type Art Nouveau. Voilà. Mm. Donc, Ok. voilà, c'est un élément important. Mm. Ok, top. Du coup, utiliser finalement toute la partie architecturale pour pouvoir réaligner cette problématique de je suis la brasserie du Sud-Ouest, mais je vends pas que du foie gras et du magret de canard. Donc l'idée, elle était là, c'était de pouvoir trouver un lien. Euh, C'était assez intéressant justement de voir cette connexion à ok, on peut faire du logo Acuitis Design pour ceux qui connaissent cette méthodologie, c'est celle que j'enseigne notamment dans la formation, tout en n'étant pas forcément que moderne et en étant connecté justement à des styles qui sont en connexion avec la typologie type Art Nouveau et en même temps tout en lui amenant de la modernité parce que ce qu'on veut ici c'est avoir quelque chose de lisible, d'impactant et c'est ce que tu es allé chercher ici. Donc ce travail typographique, c'est toi qui l'as réalisé de A à Z. Euh, je vais quand même juste dézoomer un petit peu parce qu'il y a quand même, t'as quand même fait un petit peu de travail, quoi, ok? Et ça pour moi, c'est super important, tu vois, de voir ça là. C'est par où tu passes. Quelles sont les questions que tu te poses? Euh, voilà, Alors, toutes ces choses-là, dis-moi. donc, moi, j'ai à cœur, c'est ce que je défends, c'est ce qui me différencie. Je suis vraiment une dessinatrice et j'adore créer les typographies. La typographie de Scarabeo, mon logo, je l'ai entièrement dessiné. Ça n'existe pas, c'est pas dans mes polices, c'est pas sur Dafont, c'est pas sur Monotype, etc. Et ça, c'était un élément différenciant que la femme avec qui j'étais en lien avait bien retenu et elle s'est dit, tu verras, c'est génial, elle va nous dessiner la typo, c'est du sur-mesure, etc. Donc j'ai dessiné pendant quasiment une semaine, j'ai plongé dans l'univers Art Nouveau, Belle Époque. Mm. Je veux dire Belle Époque parce que Belle Époque c'est Art Nouveau et Art déco. Et en fait j'ai fait une immersion de dessin de ces époques-là. Et après, je suis aussi allée chercher des choses complètement différentes. Là, par contre, ce qu'on a plutôt vers la droite, c'est complètement autre chose. C'est très très moderne. Je suis aussi allée casser tout ce que j'avais vu avant.
bien sûr. pour mêler justement tradition et modernité. Je suis allée me nourrir de tous ces dessins-là. Génial, génial. Passer par la main, passer par la main. Alors, souvent on me demande, est-ce qu'il faut savoir dessiner? Il y a savoir dessiner, savoir dessiner. C'est-à-dire que moi, si on me demande si je sais dessiner, j'estime que je ne sais pas dessiner. C'est-à-dire que je ne vais pas savoir dessiner un visage, pas savoir dessiner des mains, je ne suis pas illustrateur. Par contre, savoir dessiner des formes, vous savez certainement faire des cercles, vous savez certainement faire avoir cette capacité d'analyse de l'existant pour le retraduire à votre sauce. Ça, je vais pas dire que c'est tout un chacun peut le faire, mais tout le monde peut l'apprendre. Euh, Comme tout, au passage, hein, l'illustration peut s'apprendre, tout peut s'apprendre. Mais c'est-à-dire que la création de logo, ce qui est important ici dans ce cas-là, c'est de se dire comment je connecte ça à quelque chose qui me permet de créer un lien des plus directs entre la main et le cerveau. D'accord? Quand vous passez par l'ordinateur, il y a un truc qui se passe, c'est ah bah tiens, il y a le petit arrondi facile que je vais pouvoir faire avec ces formes-là, par exemple, voilà, cet outil-là, tout bête. Ah bah je vais m'en servir. Pas qu'il faut pas s'en servir, mais du coup, ça va créer un style qui commence à être donné et dicté par la machine. Alors que là, ce que fait Pascaline, la seule chose qui dicte, c'est ce qu'elle voit, c'est sa transcription de son cerveau et c'est rebalancé directement sur le papier. Et ça, il n'y a rien de plus différenciant que ça, il n'y a rien de plus pur que ça, que de cette connexion justement à la création. Donc, utiliser un maximum le papier, nous on en parle pas mal à l'information, mais c'est vrai que là, c'est super important et de voir, ça passe par tout ça en fait. Ça passe par toute cette phase-là. Ok? Génial. Bravo pour ce job. En plus, on sent que tu as une vraie patte. On sent que c'est pas d'hier que tu dessines des typos. C'est très clean ce que tu dessines là, tu vois. Ça pourrait être déjà, ça pourrait fonctionner. Donc, ça, on a amené plein, plein, plein de choses. Et du coup, on passe ici à l'informatique. Et là, du coup, voilà, il faut rééquilibrer les masses, etc. Parce que rien n'est parfait non plus à la main. Et c'est là que vient, du coup, bah, les différents challenges. Il y avait ce challenge de la brasserie du Sud-Ouest. Ok? Qu'est-ce qu'on fait de C'est ce ça. Sud-Ouest? Ça a été un vrai sujet. Est-ce que tu peux en dire Ouais. quelques mots? Oui, oui, c'est un vrai sujet parce que on lui donnait trop d'importance, beaucoup trop d'importance. Et vu que c'est pas un élément différenciant, c'est-à-dire que, enfin, vu que c'est pas un élément identitaire de leur cuisine, il fallait le descendre d'un cran en importance. Il fallait que, on pouvait pas laisser Sud-Ouest au même cran que Brasserie. Voilà. Yes. C'est très touchy. C'est Ouais. toujours très touchy. Et Mm. il faut savoir que ça peut vous paraître anodin. Bon, bah, c'est pas grave, elle l'a mis en petit en dessous. Je vais raconter une anecdote que je raconte souvent à mes élèves. Dans mes démarrages, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Station Adhésif, un tout petit studio d'adhésif qui fait à peu près, je crois que le studio, clairement, fait 3 mètres de large sur 8 mètres de long, un tout petit truc. J'étais infographiste, euh, je faisais 50% d'adhésif, le reste, je faisais de l'infographie pour faire des cartes de visite pour des maçons qui partaient à la retraite. Enfin, et vraiment, j'étais dans un environnement où le design graphique n'est pas vraiment extrêmement mis en valeur. Et à cet endroit-là, je me souviens que le patron, il n'avait pas fait d'école de design, etc. Il avait appris par lui-même, comme ça, un petit peu au pifomètre. Et l'entreprise s'appelait Station Adhésif. Il y avait marqué en gros adhésif et au-dessus, en plus petit, station. Il a dit, mais en fait, c'est juste parce que je veux que le mot-clé soit adhésif. Les gens, ils passent, ils voient, tiens, c'est ici, ils vendent de l'adhésif, quoi, ou en tout cas, quelque chose en lien avec l'adhésif. Bon, en soi, ça part de quelque chose qui semble un petit peu logique, évident. Sauf que parfois, et là pour le coup, c'était plutôt pas bon pour l'autre entreprise, on avait des personnes qui venaient nous voir en me disant, on est bien chez Adhésif. Bah non. Bah, moi, j'ai commandé un covering de véhicule, c'était à 15h, c'est pas ici. Il y avait une autre boîte plus loin qui s'appelait elle, juste Adhésif. Oh là là. Et du coup, en fait, on avait créé de la confusion en minimisant finalement une partie et en grossissant l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait ce genre de travail, il faut toujours que ce soit stratégique. Et il faut comprendre comment opère la concurrence autour de soi, parce que la mémorisation va se faire sur l'élément le plus gros, le plus important. Et là, c'est fait stratégiquement parce qu'on veut minimiser l'aspect sud-ouest pour éviter que les gens soient déçus s'ils entrent et qu'il n'y a pas de salade landaise, quoi. Ok? Donc voilà pourquoi c'est ultra important de bien bien reconnecter à cette notion des formes, de la taille des éléments pour pouvoir hiérarchiser la lecture de la bonne manière avec la bonne stratégie. Donc bravo pour ça parce que du coup tu l'as fait de manière intelligente. Cool.
chez Julien, la suite. Du coup, voilà ce que ça a donné. Ce logo, cette connexion justement avec la typographie au-dessus, les ornements qui sont au-dessus. Bref, je reparlerai pas des rapports de masse, des épaisseurs qui sont similaires au bon endroit. La structure est vraiment très bonne. Ça bouge beaucoup, mais c'est ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment l'esprit brasserie modernisé. Euh, Comment est-ce que tu as vécu ce travail-là? On en avait pas mal parlé, tu es revenu dessus. Dis-moi tout, et comment est-ce que ça a été vécu aussi avec le client en face? Le gros obstacle, c'était que c'était une course contre la montre. J'avais à peine 3 semaines, ce qui est très court. Du coup, ça m'a fait inclure le client dans le côté working progress, alors que normalement, j'évite d'être trop working progress pour montrer à mes clients. Je, je, je- Là, c'était un petit peu exceptionnel parce que la femme avec qui j'étais en lien, elle a fait des études de design, elle a fait des études de décoration d'intérieur, elle faisait des cartes avant pour l'ancien resto, donc elle avait une sensibilité artistique qui m'a, qui fait que j'étais en confiance et qui me permettait de montrer quand même du working progress. Hmm. Et en fait, ça a été un mal pour un bien parce que du coup, à chaque fois que je faisais des points avec eux, j'avais des réactions à chaud de chacun. Et d'ailleurs, au début, c'était pas évident parce ils avaient des avis différents, les trois. Et puis à un moment donné, il y a un de mes croquis qui a fait l'unanimité. Et j'ai foncé, quoi. Et j'ai foncé sur ça. Mais je suis quand même aussi allée rechercher dans d'autres pistes des choses qu'ils aimaient. Donc en fait, c'est vraiment ce logo, c'est la méthode de l'entonnoir et la goutte qu'on a au final, c'est vraiment le fruit de tous ces échanges, de tout ce process, quoi. Hmm. Voilà. Mais L'élixir. à l'avenir, je me laisserai plus de temps. Plus de temps. Mais voilà, donc là, c'était un peu particulier. Il fallait vraiment aller très, très vite. Mais finalement, tout s'est très, très bien goupillé. Donc je suis contente. Voilà. Et en fait, cette typo qui est faite à la main, comme ce qui a été promis, ben, en fait, elle reprend le design des parasols qui sont dehors. Elle reprend plein de choses identitaires à eux qui ne sont pas forcément en lien. Et en fait, la typo que je leur ai faite vient vraiment tout réunir. Tout ce qu'ils apprécient, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font. Donc, et ça, ils étaient vraiment enchantés quand ils ont vu le résultat. J'ai eu vraiment un. J'adore. Ça a été dit comme ça, quoi. Ah, j'adore, j'adore. C'est nous, c'est super. Donc, Hmm. Mille fois. voilà. Génial. Bravo à toi. Très important ici, ne confondez pas tout mettre dans un logo et tout signifier. D'accord? Très souvent, je vois des logos, on met tout dedans, mais alors on met toutes les représentations possibles. Là, ce que dit Pascaline, c'est-à-dire que c'est des significations. Elle va chercher des choses de l'ordre des courbes, de l'ordre des formes en elles-mêmes qu'elle va intégrer à l'intérieur, du coup, desquelles elle va se servir pour créer du lien en fait entre les éléments. Mais cette finesse-là d'interprétation, quand on démarre au départ, c'est un peu complexe parce qu'on a tendance à prendre le truc tel qu'il vient et poum, on le plaque, quoi. Et puis on en remet un autre, et puis on en remet un autre. Et puis il y a un problème du coup à la fin de concept parce qu'on se retrouve avec une mosaïque de motifs et plein de choses. D'accord? On veut Oui, vraiment c'est pas un entassement, c'est une harmonisation, quoi. totalement, totalement. Bien. Euh, Ici, ce projet, euh, tu l'as vécu, bah, justement, c'était pas évident parce qu'il y avait un problème de timing. Il y a aussi des gens qui étaient à l'intérieur du projet qui se connectaient pas sur toujours la même vision au démarrage. Ou en tout cas, les visions étaient séparées. Et j'aime bien dire, c'est comme si on a deux cercles. Parfois, les visions, elles se superposent juste un tout petit peu. Il fallait que tu trouvé le point de superposition de la vision entre les différents associés. Ça, c'est très compliqué quand on est dans des projets comme ça. Et bravo à toi parce que pour se sortir de là, il faut avoir un sang-froid et une capacité à être dans un mode recherche. Vous êtes des chercheurs là. Vous n'êtes pas des designers qui font des propositions pour faire des propositions. Vous êtes le Sherlock Holmes de je vais trouver la bonne solution. Quand vous mettez cette casquette-là du Sherlock Holmes qui est en train de chercher, mais c'est totalement différent que d'être dans une posture où je suis juste en train de vendre mon temps. Bah t'en veux un autre, bah je vais te revendre 50 balles. Puis t'en veux un autre, je vais t'en vendre 50 balles. C'est pour ça que la prestation ici, c'est pas une prestation à 350, 450 euros. C'est une prestation à 4500 euros. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a cette approche Sherlock Holmes où elle va aller chercher, quoi qu'il en soit, elle va trouver la solution. Ok? Et ça, c'est ce qui fait la différence entre un graphiste, un exécutant graphiste et un consultant en design de marque. Bravo. Il y a l'aspect, merci. Puis il y a l'aspect psychologique. Pour moi, on est un peu des psychologues. Je sais pas. Oui.
un trait exprime un trait de caractère. Donc, faut aussi prendre en compte les personnalités qu'on a en face et il faut être super très à l'écoute, quoi. On est un peu, voilà. Alors, c'est marrant ce que tu me dis parce que il y a deux équilibres. Il y a en effet cette partie de être à l'écoute, et je suis totalement à l'écoute, mais en même temps, je me laisse pas bouffer par mon client qui, lui, ne connaît pas les bons atouts graphiques. Et donc, je dois balancer suffisamment entre je suis à l'écoute et en même temps, je suis un professionnel qui te guide et avoir le leadership de guider les personnes et en même temps d'être à l'écoute, c'est un vrai grand sujet. Vous êtes des médecins qui diagnostiquent. Vous mettez, vous écoutez avec votre stéthoscope, mais vous traduisez différemment. Parce que c'est comme si vous arriviez chez le médecin en disant bah ouais, en fait, j'ai envie de vomir, etc. Et donc, le symptôme, c'est ça c'est j'ai envie de vomir. Mais peut-être que la cause, c'est un mal de tête et c'est une migraine et vous ne l'avez pas identifié. Et c'est à vous d'identifier la cause du problème. D'accord? Et de pas vous laisser bouffer pour essayer du coup de donner à vos clients des médicaments pour l'envie de vomir, ok? Pour la nausée. C'est pas ça qu'il faut résoudre. Il faut résoudre d'abord la migraine. Et c'est ça que doit faire le bon consultant, c'est d'écouter son client suffisamment pour bien comprendre son symptôme, mais pour comprendre là où est-ce qu'il doit aller, et pas résoudre le symptôme, mais la cause. Et ça, c'est ce que tu fais ici, notamment en te prenant la tête, en te disant, ok, bah, du sud-ouest, ça doit être plus petit, etc., etc. Je vais aller chercher les éléments de l'intérieur, etc. Ok, super important, notez-le. Hum, Il y a eu du boulot, ça se traduit même sur les réseaux sociaux, pour pouvoir aller voir la brasserie du Sud-Ouest. Ça se traduit, alors je crois on le voit plus loin, hop, ici, je crois que c'était par ici. Voilà, où tu as fait du coup toute une batterie de posts, notamment sur les réseaux sociaux, en utilisant ta patte graphique, l'aspect illustratif. Ça faisait partie aussi de ta prestation. Comment est-ce que tu traduis ensuite, quelle est la ligne directrice, la ligne éditoriale que tu vas mener sur les réseaux sociaux? C'est jamais évident, il faut trouver aussi de l'humain. Il faut pas passer que sur des posts que graphiques, pour pas passer que sur de l'aspect publicitaire. Comment est-ce que vous avez jugé un petit peu qu'il était bon de travailler dans quelle direction en tout cas avec eux? En fait, il y a un constat qui était que avant, ils ne photographiaient que les plats, que les plats, que les plats, que les plats, que les plats. Et là, il y avait vraiment. Alors, la cliente a vraiment fait un travail merveilleux quand même de déco à l'intérieur. Il y a vraiment, c'est très beau. Et je lui ai dit, il faut qu'il y ait plus d'humains, il faut qu'il y ait l'équipe, il faut qu'il y ait le lieu. Et puis en fait, à la base, c'était pas forcément prévu que je fasse autant de posts Instagram, mais vu que j'avais fait une mosaïque pour annoncer l'ouverture du restaurant, assez naturellement derrière, bah, il y a Nous sommes ouverts qui est apparu. Puis tiens, si on parlait de la carte de l'hiver, et puis tiens, si on parlait de la formule du lundi au vendredi, etc. Et ça a vu le jour comme ça. Et du coup, c'est bien parce que ça fait une vraie rupture avec qui ils étaient avant. Donc, ouais. Bravo. Mm. Top. Mhm. Pascaline, merci de t'être prêtée au jeu de cette étude de cas. On va conclure juste rapidement avec 3-4 dernières questions pour conclure cet échange. Tout d'abord, la question que j'aimerais te poser, c'est si tu devais finalement décrire ta transformation en une phrase, ce serait quoi que tu dirais par rapport à la Pascaline qui était il y a maintenant, on va dire, quelques années? Courage et alignement. Oh yes. Ok, top. Courage et alignement. Hum, Quelle est la plus grande leçon finalement que tu retiens de ce parcours? L'authenticité. Il faut oser être soi. Yes. Ok. Oser être soi pour justement pour être aligné. Ok, top. Et en quoi est-ce que finalement ce changement, il a impacté ton activité, mais aussi ta vie au quotidien, ta vie perso? C'est moins stressant. Euh, quand je me présente, quand on me demande ce que je fais, maintenant c'est très clair. Ah ok, les restaurants, ah ok, ok. Mais ça fait un mot à retenir. Déjà que le métier de designer graphique, certains ne comprennent pas trop ce que c'est. Si en plus tu n'as pas de positionnement derrière, tu perds les esprits. Et du coup, maintenant, quand je dis ce que je fais, ben, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc c'est comme si ça me déstressait. Je suis droit dans mes bottes. Mhm. Droit dans mes bottes et ça reste plus à l'esprit. Donc du coup, je sais que la recommandation, elle sera plus qualifiée derrière. Merci de ce partage. Euh, la dernière question que je vais te poser, et ça c'est pour les designers qui se posent la question toujours,
quels sont les conseils que tu pourrais donner à des designers qui hésitent à investir dans des accompagnements, que ce soit du développement personnel, pour monter en gamme, en termes de création d'images de marque, qu'est-ce que tu leur dirais en fait à ces gens-là? Déjà, ton entreprise, c'est toi en fait. Enfin, quand tu es à ton compte, ton entreprise, c'est toi. C'est pour ça que tu es obligé de passer par le développement personnel parce que si tu ne te développes pas personnellement, tu ne développes pas ton entreprise. Et ne pas investir, c'est se mettre une balle dans le pied, ce n'est pas évoluer. Tu es obligé d'investir. Soit un accompagnement, soit un coaching, soit un shooting, soit un nouveau site internet. Moi, tout ce qu'on a vu là, tout ce que j'ai fait, c'est de l'investissement. D'où l'importance d'avoir une trésorerie pour justement, sans arrêt, réinjecter de l'argent dans de la formation, acheter de nouvelles typos, du coaching, etc. Donc, faut pas hésiter à investir parce qu'en fait, c'est du retour sur investissement immédiat puisque c'est toi égale ton business. Donc, ouais. Totalement. Merci, merci Pascaline de clôturer sur ça. Vous avez pu voir cette transformation, Pascaline, on l'a vu évoluer, je l'ai vu évoluer, on l'a accompagnée sur certains éléments, elle en a fait d'autres elle-même. Il y a une vraie transformation et j'étais très heureux de pouvoir échanger avec toi. Je vois que tu m'as envoyé des petits messages sur WhatsApp sur tes petites avancées et je suis très content. Je suis toujours très proche des élèves que j'ai suivis tout au long de l'année et pour celles et ceux qui le savent, pourraient nous mettre en commentaire. Je vous retrouve prochainement dans des prochaines vidéos. Cette vidéo est une vidéo de transition, il va y avoir du contenu sur la chaîne de Brain.me qui va être aussi qualitatif que ça dans les éléments dans les semaines qui vont suivre. Merci Pascaline pour cet échange. On se retrouve très vite pour celles et ceux qui se posent la question de comment opérer cette transformation, comment aller chercher justement ce qui se passe à l'intérieur de vous pour s'aligner, trouver un nouveau positionnement, monter en gamme en termes de design, aller créer justement des offres de création et s'aligner avec le branding que l'on veut donner à nos clients. Bien, je vous laisse directement juste en dessous le soin de réserver un appel avec nous pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut vous aider, pour savoir exactement là où vous devez aller en fonction des problématiques que vous vivez en ce moment. Si on sent qu'on peut vous aider, bien à ce moment-là, on vous présentera l'un de nos accompagnements. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est ok, vous avez le lien juste en dessous. Merci encore une fois, Pascaline, à toi. On se retrouve très vite, puis comme d'habitude, pensez design. Ciao. Bye.